Chambre régionale de l'économie. Donc, Émilie Beignet, chargée de mission réemploi à la CRES de Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Avant de passer à la suite, je vous rappelle les modalités de fonctionnement du webinaire. On va être assez nombreux ce matin, donc on va vous proposer de conserver vos micros coupés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans la conversation. On prendra le temps d'y répondre au plus tard à la fin de la présentation. Également, vous avez vu, la réunion est enregistrée, donc n'hésitez pas à couper vos caméras si vous préférez. Donc pour aujourd'hui, on va découper la session en trois. Un premier temps de présentation des principales activités des recycleries et ce qu'elles peuvent générer sur le territoire. Un deuxième temps, un focus sur l'activité traitement. Et puis, en fin de session, un temps sur quelques enjeux structurants pour les recycleries et la façon d'y travailler en Bretagne. Peut-être avant de passer la parole aux directrices et directeurs de recycleries qui sont présents ce matin, je vous propose quelques éléments d'introduction. Si j'arrive. Voilà. Donc, notamment pour vous rappeler que les recycleries s'inscrivent dans un contexte de transition qui est favorable au réemploi, du fait, en premier lieu, du cadre légal, puisque la hiérarchie des modes de traitement impose de prioriser en premier lieu la prévention, puis le réemploi sur tous les autres modes de traitement, que ce soit le recyclage, la valorisation énergétique ou l'élimination. Et puis, des objectifs réglementaires ont été consacrés par la loi AGEC qui a été adoptée en février 2020. Et puis, ces changements potentiellement structurants donc, ont été renforcés en Bretagne par l'adoption du PRPGD, le plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui fixe des objectifs de notamment zéro enfouissement en 2030 et zéro déchet 2040. Concernant les recycleries bretonnes, il faut savoir qu'à la CRES, donc la Chambre régionale de l'ESS, on assure une mission d'animation du réseau breton des recycleries et ressourceries et également une mission d'observation des activités d'économie circulaire en ESS. Donc, on va avoir quelques chiffres régionaux à vous donner durant la présentation. Sur les recycleries, on en a dénombré 67 en activité là aujourd'hui. Et puis, parmi celles-ci, il y en a, la plupart sont généralistes, et il y en a 5 qui sont monoflux sur notamment les matériaux, les jouets et les articles de sport. Il s'agit principalement de structures associatives qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire de par leur statut, leurs valeurs et leurs pratiques. Et ce sera bien l'objet aussi de la présentation ce matin, de vous donner à voir de quelle façon ces projets-là ont un impact social sur leur territoire, une utilité sociale. Et puis, ce sont des structures qui s'approvisionnent principalement à rachat par dons ou collecte. Donc, on aura le temps de revenir aussi là-dessus. Concernant la structuration sociale, la plupart des recycleries en Bretagne sont des associations hors insertion. Mais on a également 12 structures d'insertion, la plupart du temps des chantiers d'insertion. Et puis, on a 7 communautés Emmaüs en Bretagne qui sont réparties sur 14 sites. Mais du coup, je précise dès maintenant que le propos ce matin ne sera pas de présenter le fonctionnement des communautés Emmaüs qui ont un modèle sensiblement différent, notamment du fait de l'accueil de compagnies. Je vous propose maintenant de donner la parole aux acteurs, aux intervenants, en commençant par Emmanuel Gazan, si tu veux bien te présenter en quelques mots, ainsi que la structure que tu représentes. Bonjour, donc Emmanuel Gazin, je suis directeur de la recyclerie Un peu d'air, qui est installée sur Brest et qui intervient sur le pays de Brest, donc sur la métropole brestoise, et deux communautés de communes avoisinantes. On est une association loi 1901 qui s'est installée en toute fin 2013
qui aujourd'hui a 9 salariés. Petite information peut-être sur le poste d'adulte relais qui est nommé, c'est un contrat aidé spécifique qui permet d'intervenir sur les quartiers prioritaires de la ville en médiation urbaine en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très ciblé. C'est notre activité, voilà, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des chiffres, mais on essaye de faire en sorte que l'ensemble des statuts qui sont nommés là, à savoir des personnes en insertion, des personnes en situation de handicap, des bénévoles et des salariés, puissent travailler ensemble, puissent se croiser le plus possible et travailler sur des échanges de compétences, sur de l'intervention commune. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je risque d'en faire longtemps et les principaux chiffres sont là. Maïna, si tu veux prendre la suite. Oui, bonjour. Du coup, moi, je suis Maïna Postic, la fondatrice et directrice de la recyclerie La Petite Boîte sur Plobanalec-Lesconil. On a 2 recycleries, une à Plobanalec-Lesconil et une à Pont-l'Abbé. On a été créé en 2017 avec l'ouverture de la première recyclerie en 2018. On intervient sur le territoire de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, qui regroupe en fait 12 communes sur ce territoire-là, donc 40 000 habitants, le double été. On fonctionne aussi, on est une asso loi 1901, donc on fonctionne en mode collégial, c'est-à-dire avec 8 coprésidents qui administrent cette association. Et également des adhérents, des bénévoles. Aujourd'hui, c'est les chiffres de 2021, 5 salariés. Aujourd'hui, on est plutôt 8-9. Donc, plus de 5 ETP et donc des agents valoristes, un agent administratif et puis une directrice et un agent de maintenance. Voilà, les chiffres sont indiqués et on fonctionne, c'est moitié-moitié le fonctionnement bénévole et salarié. Le nombre d'heures effectuées par des bénévoles est équivalent quasiment au nombre de TP en salarié. Voilà. Merci. Est-ce que Julie, tu peux prendre la suite? Ouais. Bonjour, donc Julie Orange, je suis directrice de la ressourcerie La Belle Déchette sur le territoire de Rennes Métropole et plus précisément, du coup, le territoire d'intervention, c'est plutôt la ville de Rennes. Du coup, de même, loi 1901 pour La Belle Déchette. On a déposé les statuts en 2015 et la structure a vraiment démarré en septembre 2017. Au niveau du conseil d'administration, on est en préfiguration SIC, puisque c'est des choses qui sont amenées certainement à bouger dans les prochaines années. Donc, en fait, on fonctionne avec des collèges, les adhérents, les partenaires, donc non financiers, vraiment les partenaires institutionnels dans le sens partenaires d'action, et des salariés aussi qui sont représentés. La prise de décision dans les conseils d'administration, c'est toujours par consensus. Voilà pour l'organisation, on va dire. Aujourd'hui, on est constitué donc de 8 salariés, enfin, il y a une équipe de 8 salariés et 136 adhérents bénévoles. Donc, comme disait Emmanuel, le but de nos structures, c'est aussi effectivement que les salariés puissent rencontrer les bénévoles et qu'il y ait aussi des partages de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, etc. Tout ça dans un système d'inclusion en ce qui nous concerne, puisque nous, on n'est pas structure d'insertion, mais plutôt structure de création d'emplois pérennes. Voilà. Ça fait une belle transition vers Dominique, si tu veux bien prendre la suite. On ne t'entend pas, Dominique. Je ne sais pas s'il n'y a que chez moi. Également. Alors, ça fonctionnait là. c'est bon là? Oui, ça fonctionne. Bon, alors je recommence. Bonjour, donc Dominique Brichon, directeur de l'association Penthièvre Action. Donc, nous sommes basés à Lamballe et intervenons sur le territoire de Lamballe Terre et Mer. Donc, l'association Penthièvre Action a été créée il y a un peu plus de 30 ans, intervient sur divers domaines d'accompagnement de publics en situation de précarité, donc l'accompagnement vers et dans le logement, l'accompagnement vers l'emploi, la mobilité, le lien social. Donc, la ressourcerie, donc Ressources Éco,
donc, est un des services de l'association Penthièvre Action, donc a ouvert ses portes en septembre 2016, donc a été créé en partenariat avec la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer. Donc, fonctionne sous le modèle économique, donc atelier et chantier d'insertion. Donc, la ressourcerie pour nous est bien un support d'accompagnement vers l'emploi. Donc, les moyens humains, donc c'est à la fois des salariés en transition, donc sous statut contrat à durée déterminée d'insertion, donc 22 salariés, 3 encadrants techniques, une conseillère socio-professionnelle, et puis après des fonctions support, en fait, une responsable des chantiers d'insertion et différentes autres métiers qui interviennent sur la gestion en fait de la ressourcerie. Donc, quelques mots sur le statut, donc atelier et chantier d'insertion. Donc, c'est en fait un conventionnement avec les services de l'État, entre autres, et puis le département, alors pour nous, le département des Côtes-d'Armor notamment. Nous sommes conventionnés pour un certain nombre d'ETP, d'équivalent temps plein. Alors, malheureusement, pas extensible. En fait, la tendance est plutôt à dire, enfin, les services de l'État nous disent plutôt, aujourd'hui, il est difficile de créer de nouveaux postes, en fait, chantier d'insertion. On va plutôt privilégier les entreprises d'insertion. Donc, on est clairement sur l'accompagnement vers l'emploi durable. Donc, ça veut dire que dans nos équipes, il n'y a pas de stabilité, hormis les encadrants techniques. Ce sont des entrées-sorties permanentes avec des suspensions de contrat pour accéder à l'entreprise, accéder à de la formation extérieure, faire des stages en entreprise notamment. Et donc, ça, il faut effectivement gérer, organiser ça au quotidien, puisqu'une ressourcerie est ouverte au quotidien, donc au public. Donc, voilà ce que je peux dire en fait sur les ateliers et chantiers d'insertion. Merci. On va pouvoir passer à la présentation des principales activités que mènent les recycleries et puis ce qu'elles génèrent sur le territoire. Donc, je crois que c'est à nouveau à toi, Dominique, Donc, de faire cette présentation. Je continue, effectivement. Donc, nous, d'ailleurs, on s'appelle ressourcerie. C'est similaire aux recycleries. Peut-être la différence, c'est de dire, enfin, ce n'est pas une différence, mais nous adhérons au réseau national des ressourceries. Et donc, dans le cadre des recycleries, ressourceries, en général, en fait, c'est 4 fonctions principales qui sont exercées. Donc, entre la collecte, la valorisation, la vente et la sensibilisation. Donc, la collecte, pour nous, c'est 300 tonnes par an, en fait, qui sont traitées. Alors, ce qui peut paraître peu, finalement, puisque sur un territoire comme Lamballe Terre et Mer, on arrive peut-être à 12 000 ou 13 000 tonnes, en fait, de déchets, en fait. Donc, la collecte, ça, en général, il y a plusieurs sources, en fait, d'approvisionnement, mais pour nous, et je pense que c'est ce qu'on trouve en fait dans les recycleries et ressourceries, c'est 70-75% d'apport volontaire. Donc, ce sont des habitants qui amènent directement leurs objets réemployables sur le site de la ressourcerie. Et de par nos conventionnements, la collecte se fait, conventionnement avec Lamballe Terre et Mer notamment, la collecte se fait en fait en déchetterie et à la marge en entreprise. La valorisation, donc c'est ce qui fait aussi la diversité des postes occupés en fait au sein d'une recyclerie et ressourcerie. Donc c'est le nettoyage déjà, un premier nettoyage, des tests en fait selon les objets qui sont apportés, de la réparation, de la transformation parfois, mais aussi du démantèlement, puisque sur 300 tonnes, en fait, pour nous, en tout cas, c'est 40% vendus en magasin. Ça doit être à peu près 50% qui sont démantelés et valorisés, enfin recyclés au travers d'éco-organismes, et c'est moins de 10% qui est retourné en déchetterie, en fait, en déchets ultimes. Donc la vente en magasin, donc c'est aussi une des fonctions.
Nous, on fonctionne en flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a peu de stock. En fait, dès qu'un objet est rentré, il faut qu'il ressorte rapidement. Donc, ça permet d'accueillir au quotidien entre 250, 300, 400 clients. Et enfin, donc la sensibilisation, qui est une activité importante en fait des recycleries. C'est-à-dire que finalement, la sensibilisation au réemploi, à la gestion économe en fait des objets, se fait au quotidien au travers des clients qui sont accueillis, mais aussi de scolaires, de porteurs de projets, d'élus qui sont intéressés en fait à ce modèle économique en fait lié aux ressourceries. Donc, au-delà des missions premières, enfin des missions de réemploi, en fait, pour nous, c'est d'ailleurs un double sens, c'est réemploi d'objets, mais c'est aussi réemploi en fait de salariés en précarité. C'est une vraie activité économique puisque on capte, alors on génère en fait des produits qui sont produits financiers qui sont directement réinvestis sur les territoires. Pour nous, on capte aussi des financements publics. Alors, la plupart des recycleries et ressourceries collectent un peu de financements publics qui sont réinvestis en fait directement sur les territoires. Donc, au niveau des emplois en fait non délocalisables, en fait, c'est, je vais un peu en avance là, mais c'est 332 ETP sur l'ensemble de la Bretagne, en fait, sur 31 recycleries et ressourceries qui ont répondu. Une ressourcerie, c'est aussi en fait un espace de vie et de rencontre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate, c'est qu'au quotidien, il y a des habitants qui viennent finalement dans le magasin parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils rencontrent des personnes, ils peuvent échanger, ils peuvent discuter. Donc, on se rend compte que c'est un véritable lieu de lien social, puisque c'est en fait un magasin de ce type-là est ouvert à tout public, bien évidemment. C'est aussi en fait un espace de cohésion sociale, puisque ça permet en fait aux habitants d'accéder à des produits en fait à bas coût. En fait, le panier moyen, c'est un peu moins de 10 € chez nous. Donc, ce sont des objets en fait finalement qui sont vendus à prix très bas et qui permettent que ce soit à des étudiants, que ce soit à des personnes en précarité, mais aussi tout habitant ou famille qui veut aménager un logement, de se meubler ou d'aménager le logement en fait à coût réduit en fait. Je vois la question 300 tonnes annuelles. Non, c'est. Je parlais en fait. Quelqu'un qui pose la question, je voyais en fait. 300 tonnes annuelles, c'est pour nous, c'est notre ressourcerie à nous en fait. On verra plus tard les chiffres au niveau de la Bretagne en fait. Donc la participation à la solidarité en fait sur un territoire. Emmanuel, je te laisse prendre le relais sur l'expérimentation, les espaces d'expérimentation, innovation. Ok. Donc, ce que vient de vous présenter Dominique, c'est souvent un peu la partie visible de l'iceberg. Hein, c'est on va dire le magasin, grand tout public, des choses qu'on peut voir, mais étant régulièrement branché et dans la mesure avec d'autres structures, à savoir des entreprises, à savoir des collectivités, il nous arrive régulièrement aussi de nous interroger sur comment on peut travailler sur l'appropriation citoyenne de la prolongation de la durée de vie des objets. Donc, certaines de nos recycleries en Bretagne se sont finalement constituées en tiers-lieux, des lieux d'échange, des lieux de débat autour de ces questions-là. On est aussi très, 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 en tout cas, vigilant à rester branché aux besoins et les confinements, pour ne prendre que cet exemple-là, ont amené des demandes particulières. Alors, je vais l'illustrer à partir de chez nous. C'est vrai que la question de l'accès au numérique s'est accentuée très fortement pendant les confinements. Nous avons été ici sollicités par notamment les collèges du Pays de Brest en disant aujourd'hui,
pour le maintien de l'enseignement à distance, il est nécessaire d'avoir parfois plusieurs ordinateurs dans la famille. Or, c'est un coût non négligeable. Alors, il se trouve qu'à la base, on a une activité de reconditionnement de matériel informatique, mais l'idée, elle a été de regarder à chaque fois avec les collèges comment est-ce qu'on pouvait venir équiper les familles à chaque fois qu'il y avait des confinements. Et puis, plus durablement, ces dispositifs-là s'installent finalement sur l'inclusion numérique. Actuellement, une des activités sur lesquelles on est en train de travailler tout particulièrement et toujours dans cette volonté de rester branché avec aussi l'aspect réglementaire du territoire, c'est sur le mobilier professionnel. Aujourd'hui, les collectivités ont l'obligation réglementaire d'intégrer 20% de leur budget sur de l'achat d'occasion. C'est vrai que c'est ces jeux d'aller-retour là avec les différents services de vos collectivités sur l'achat responsable qui vont nous permettre aussi d'adapter nos propositions et en travaillant avec les entreprises, de construire une nouvelle filière. Et c'est le cas chez nous, mais c'est le cas dans d'autres recycleries actuellement. Sur ces histoires toujours de laboratoires d'expérimentation et des demandes particulières du territoire, c'est un travail, par exemple, que nous avons mis en place avec différentes collectivités du territoire pour permettre aux festivals, et aux manifestations et événements du territoire de ne plus utiliser de couverts plastiques, puisque c'est désormais interdit, et de constituer des kits avec des couverts en métal, des couverts qu'on a préparés. Donc là, sur le festival des Petites Folies qui avait lieu ce week-end au bout du Finistère, là, on a mis à disposition 1000 couteaux, 1000 fourchettes et 1000 cuillères qui ont été lavées à plusieurs reprises et qui vont revenir aujourd'hui ou demain. Donc voilà comment est-ce que aujourd'hui on essaye de travailler sur ces questions-là. Et puis peut-être en dernier, c'est un travail qu'on a fait également avec la petite boîte. C'est un travail sur la problématique des livres. Alors, c'est une de nos denrées complexes puisque régulièrement, on se retrouve avec des tonnes de livres qui ne se revendent pas. L'industrie papier étant ce qu'elle est actuellement, c'était un peu compliqué de trouver des solutions et des exutoires. Et on a travaillé avec et la collectivité ici, Brest Métropole pour la cité, et la région Bretagne sur des expérimentations locales qui nous ont amené à faire du compostage de papier des livres avec des structures qui, elles, travaillent sur le compostage, et donc de regarder comment ces exutoires-là peuvent même répondre à des problématiques autour de l'assèchement du compost et de faire entrer aussi de la matière carbonée dans ce compost-là. Donc voilà un peu les différentes illustrations qu'on peut donner sur cette fonction laboratoire d'idées. Merci. Est-ce que Dominique, tu prends la suite? Alors, je remets le son. Ton son est coupé à nouveau, Dominique. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bon. Donc oui, les bénéfices pour le territoire ou les territoires, puisque une recyclerie, ressourcerie, c'est un outil de proximité qui intervient plutôt sur une commune, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Donc ça, c'est les chiffres en fait qui ont été pris sur la Bretagne. Donc 3900 tonnes collectées pour 2000 tonnes réemployées. Donc ça concerne en fait 19 recycleries, ressourceries. Au niveau de la Bretagne, c'est 332 ETP salariés, ce n'est pas banal non plus. Mais aussi en complément, puisque sur la Bretagne, finalement, par rapport à d'autres régions, je crois qu'au niveau du réseau national des ressourceries, c'est 60% de structures qui sont en ACI, atelier chantier d'insertion, alors que sur la Bretagne, en fait, c'est beaucoup moins. Et donc, ça veut dire que ce sont des recycleries qui développent à la fois de l'emploi pérenne, mais pour équilibrer, et puis ça participe aussi du lien social, doivent développer en fait l'implication d'habitants au travers du bénévolat. Donc 812 bénévoles, donc ce qui n'est pas banal non plus sur 22 recycleries. Donc, l'impact sur les territoires, c'est bien évidemment la diminution des quantités de déchets enfouissables
ou incinérables. C'est aussi la création d'activités économiques et d'emplois. Les ressourceries, en fait, sont des magasins, enfin, ou des structures qui deviennent effectivement attractives. Nous, on constate chez nous que alors on est basé sur Lamballe, mais des personnes viennent de Saint-Brieuc, de Dinan et voire plus loin, même si ça a tendance à diminuer actuellement avec l'augmentation des coûts de carburant, en fait. Donc, clairement, une ressourcerie, en fait, contribue à la richesse économique, en fait, d'un territoire. Les solidarités, on est au quotidien dedans, à la fois en recrutant des salariés, en fait, éloignés de l'emploi ou des bénévoles, alors qui finalement transmettent leur savoir au quotidien, là également. Donc, l'attractivité, j'en ai parlé. L'économie de ressources, effectivement, quelqu'un qui achète dans un magasin de réemploi préserve en fait son budget mensuel pour lui permettre soit d'améliorer son quotidien sur d'autres achats ou autres, en fait. Voilà, bon, j'ai terminé. Merci. Alors, on va passer aux dynamiques partenariales. Les dynamiques partenariales. Donc, est-ce que tu prends le relais là-dessus, Emmanuel, est-ce que tu... Emmanuel, ou je le fais, peu importe. Donc, en tout cas, les dynamiques partenariales, en fait, moi, je m'appuie toujours sur notre exemple. On ne pourrait pas fonctionner sans le soutien à la fois des collectivités locales, donc en l'occurrence, nous, Lamballe, Terre et Mer, puisque c'est à la fois la possibilité de collecter donc dans les déchetteries, c'est à la fois la possibilité, même si les déchets ultimes, ça représente moins de 10% du tonnage collecté, en tout cas, on peut retourner de manière gratuite, nous, les déchets ultimes dans les déchetteries. C'est aussi, on est locataire en fait de locaux qui appartiennent à Lamballe, Terre et Mer, mais une location donc à coût solidaire là aussi en fait. Ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas en fait les partenariats avec les éco-organismes, ni avec le conseil départemental par exemple, les services de l'État. Alors peut-être que ça a moins d'impact pour les autres collègues, pardon. Donc les dynamiques partenariales, c'est le développement en fait de la sensibilisation quand même au quotidien. Ce que je disais, c'est qu'on a en fait entre 250, alors selon les jours d'ouverture, et 400 habitants du territoire qui viennent soit effectuer des apports ou effectuer des achats sur la ressourcerie. Mais c'est aussi en fait ce que dans la lignée de ce que disait Emmanuel, c'est des projets de partenariat qui se développent, alors soit sur le numérique, soit sur l'ameublement en fait avec des meubles de réemploi en fait, soit des entreprises qui nous sollicitent là aussi, ou des collectivités. Et puis, c'est les actions de sensibilisation dont on a parlé précédemment, puisque nous, on est régulièrement, et puis c'est l'ensemble des collègues aussi, sollicités à la fois par des porteurs de projets. Alors, je vois qu'il y a 22 porteurs de projets, si je me souviens bien, en fait, sur la Bretagne, par exemple. Donc, on est régulièrement sollicité en fait, par ces porteurs de projets qui veulent… alors, nous aussi, on a commencé par ça, d'ailleurs, quand on a créé la ressourcerie. On est allé voir en fait des ressourceries en fonctionnement, on s'est inspiré en fait d'autres collègues et aujourd'hui, pour nous, c'est important aussi de rendre compte de notre expérience. Et puis, c'est aussi en fait des élus, par exemple, d'autres territoires qui nous sollicitent régulièrement pour voir un peu comment on fonctionne. J'ai fait le tour. Merci.
Est-ce qu'Emmanuel, tu veux dire un mot pour compléter, témoigner de comment ça fonctionne chez Un peu d'air? Alors oui, je suis désolé, j'avais un problème de son, je ne vous entendais plus qu'un mot sur deux ou trois, donc je vais peut-être faire quelques répétitions. Oui, alors nous, c'est vrai que on se positionne vraiment dans une démarche très partenariale alors je parlais de l'informatique tout à l'heure, c'est vraiment d'essayer de regarder comment sur les quartiers brestois, on peut venir répondre à certaines demandes en lien avec le centre social, mais aussi dans un jeu d'aller-retour avec la collectivité qui va intervenir sur le numérique, par exemple. C'est le cas d'intervention avec la région Bretagne, par exemple, sur la production de mobilier. On est aussi un peu au démarrage de filière, hein, et ça nécessite de travailler ensemble sur la modification des habitudes prises quand il y a une commande publique, par exemple, sur l'aménagement d'un salon d'accueil pour les locaux de la région. Ben, on a vraiment ce jeu-là de réflexion commune pour regarder comment est-ce qu'on peut le mieux répondre possible à la demande, mais tout en tenant compte aussi de la réglementation. Alors ça, c'est une des grosses questions aujourd'hui sur la réglementation de classement au feu, par exemple. Donc, il faut aussi aller chercher ça auprès des différentes institutions et bureaux d'études qui peuvent bosser sur ces questions-là. Donc, on est vraiment dans ce jeu d'aller-retour-là pour vraiment tisser au plus près des besoins, ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Merci. Je vous propose qu'on passe à la deuxième séquence. Il s'agit de faire un focus sur l'activité traitement en tant que telle. Et donc là, ce seront donc Maïna et Julie qui vont assurer la présentation. Je vous laisse la parole. Oui, merci Émilie. Donc du coup, au niveau de l'organisation pratique dans nos recycleries, il est simple en général de commencer à parler de l'objet quand il rentre dans nos recycleries. Donc, il rentre de plusieurs manières. On l'a vu avec les collègues par le biais d'apports volontaires, donc des personnes qui viennent, des particuliers ou des entreprises qui viennent déposer directement sur nos sites ce qu'ils ont besoin de nous déposer. Ensuite, ça peut être également en déchetterie. On le verra tout à l'heure, c'est souvent un point sur lequel on fonctionne par convention aussi avec les collectivités. Donc, les recycleries ont souvent des containers de réemploi. Maintenant, c'est une obligation. On a parlé des évolutions réglementaires. C'est une obligation pour les collectivités de proposer une solution de réemploi au sein des déchetteries. Et on est déjà présent depuis un moment en déchetterie par le biais des conteneurs où les gens peuvent déposer ici au lieu de mettre dans les bennes. Nous travaillons aussi en porte-à-porte pour certains d'entre nous, donc c'est-à-dire en enlèvement à domicile ou en vide maison. Et on intervient aussi en entreprise ou dans des établissements publics. Sur l'ensemble des recycleries bretonnes, donc sur les 67 recycleries dont nous parlons tout à l'heure, 43 sont en convention pour les collectes en déchetterie. Un collègue a dit tout à l'heure que les collectes en déchetterie ne représentaient pas tout le temps la majeure partie de nos collectes globales. Pour nous, ici, sur notre territoire, 65-70% des collectes sont constituées par les apports volontaires et ensuite à peu près 10-15% en déchetterie et 15% en enlèvement à domicile. Donc, ce n'est pas tout le temps le plus gros du flux qui arrive par cette entrée déchetterie, mais néanmoins, ça favorise l'accès pour le plus grand nombre, encore une fois. Les conventionnements portent aussi sur le développement de points d'apport volontaires. Ça permet aussi, ces apports volontaires, d'être en rapport directement avec l'usager. Le fait que les gens viennent déposer sur place, ça permet aussi pour nous donc moins de logistique, mais on verra que les conventions dont on parle par rapport aux collectes avec les collectivités peuvent porter
on l'a dit, sur les conteneurs, mais aussi sur des subventions de fonctionnement à la tonne traitée. Donc, soit sur l'ensemble des tonnes collectées ou sur les tonnes uniquement collectées en déchetterie. Et puis, ces conventionnements sur les collectes en déchetterie peuvent aussi porter sur des aspects de livraison directement du gisement par la collectivité de la déchetterie à la recyclerie. Donc ça, je vais laisser, par exemple, Julie en parler, puisque c'est quelque chose qui est mis en place sur son territoire. Merci Maïna. Effectivement, alors nous, on a démarré, donc pour la Belle Déchette, c'est, on va dire, 50-50 apport volontaire et en déchetterie. Et puis quelques collectes auprès des entreprises et des établissements. Nous, par exemple, on collecte auprès de tout ce qui est écomusée, opéra, enfin voilà, donc ça représente un petit pourcentage. Et pour les déchetteries, on a démarré en fait la collecte directement avec un véhicule qu'on a acheté à la ressourcerie. Donc logistique plus, hein, et puis rapidement, et alors ça c'est effectivement une volonté du territoire de Rennes Métropole de mettre en place un schéma du réemploi et donc du coup d'axer une forte politique sur le réemploi. Et donc du coup, on a expérimenté pendant à peu près 1 an avec donc Envie Transport, Tribord qui est la société qui gère les hauts de quai en déchetterie, et puis les différents exutoires. Il n'y en avait pas énormément sur le territoire, ça commence à se démultiplier, mais c'est pareil, ils rentrent dans la convention. Et donc, du coup, en fait, c'est les agents Tribord qui… Il y a des questions de réemploi spécifiques dans les déchetteries. Les agents Tribord orientent les usagers sur leur dépôt. Donc, déjà, ils les sensibilisent à ce qui est réemployable de ce qui ne l'est pas. Et donc, cette sensibilisation au réemploi pour les agents d'accueil, c'est la Belle Déchette qui les forme. Alors, ce n'est pas forcément le terme approprié, on va dire plutôt une sensibilisation, en tout cas des échanges entre différents acteurs pour bien comprendre les métiers des uns et des autres et pouvoir bien orienter les usagers. Et ensuite, c'est Envie Transport qui vient collecter les gisements et qui vient nous déposer directement les gisements sur les sites de la ressourcerie. Et donc, c'est vraiment un plus. Et donc là, ce n'est pas une convention financière, c'est une convention logistique. Mais pour nous, concrètement, notre véhicule, du coup, est disponible pour faire d'autres collectes. Logistiquement, c'est vraiment hyper favorable. Et ce que je vous disais tout à l'heure de ce lien avec les agents en déchetterie, ça permet du coup de valoriser en fait les gisements et d'avoir un gisement de meilleure qualité. Donc voilà, ça peut aussi être des conventionnements de ce type qui peuvent se faire aussi avec les collectivités et qui sont vraiment des aides essentielles pour nos structures. Ensuite, les locaux. Alors, c'est très disparate en fait entre les structures. Il faut savoir qu'une ressourcerie en milieu urbain, milieu rural, etc., voilà, en centre-Bretagne, tout à l'ouest, c'est totalement différent. Donc, c'est vraiment propre à chaque territoire, d'où la concertation sur les territoires quand il y a des structures qui se montent. Au niveau des locaux, donc les chiffres clés régionaux, on est sur une moyenne de 1274 mètres carrés. Bon, alors c'est 34 répondants, hein, c'est toujours pareil, ce n'est pas l'ensemble des collectivités qui ont répondu à ce questionnaire-là, mais ça donne une idée. 632 mètres carrés de stockage et d'atelier et 532 mètres carrés de vente. Voilà, je vais parler de la Belle Déchette pour vous dire que c'est totalement différent par rapport à mes collègues qui ont des espaces de vente vraiment beaucoup supérieurs à nous. Nous, on a 2 espaces de vente qui font 150 mètres carrés, tout simplement parce qu'on a respecté des normes ERP, donc établissement recevant du public, voilà, dans les locaux qui nous ont été attribués ou sur lesquels on a signé un bail commercial, notamment pour une des boutiques, ce qui n'est pas énorme et d'où notre demande auprès de la collectivité d'augmenter ces surfaces de vente dès que c'est possible. Parce que pour nous, comme le disait Dominique, c'est vraiment la vente qui permet de tenir le modèle économique, pas que, on développe d'autres activités, mais voilà, la vente est quand même essentielle pour faire circuler tous les gisements et toutes les ressources qu'on peut recevoir. Je passe la main à Emmanuel, un peu d'air peut-être, pour nous expliquer son fonctionnement sur site. Oui, nous, on est locataire d'un propriétaire privé sur un premier lieu qui fait 2300 mètres carrés environ, sur lequel est installée la boutique sur les 650 mètres carrés qui sont là.
Il y a un enjeu fort hein, de toute façon pour nous sur la place et sur le foncier, sur les loyers. Et je crois qu'on est tous, s'il y a bien un point commun entre toutes les recycleries et ressourceries, c'est cette question-là de l'accès aux locaux, de l'accès à des surfaces qui soient suffisantes et en plus avec, pour nous tous, des questions de mise aux normes importantes. Il se trouve qu'en plus, les activités elles se développent. Quand je parlais tout à l'heure des activités de récupération auprès d'entreprises, de mobilier pro par exemple, de construction de mobilier à partir de matériaux de réemploi, et ben, les ateliers ils ont tendance aussi à prendre de plus en plus de place. Donc là, on vient de louer un nouveau local de 600 mètres carrés pour faire du stockage. Et on reviendra tout à l'heure, je pense, sur les questions de professionnalisation qui vont avec, parce que ça veut dire aussi que le virage, il doit se prendre sur les normes applicables au stockage, à des choses qui soient aussi préservantes pour la santé des salariés qui interviennent. Et c'est un point fort dans les enjeux dont on parlera tout à l'heure. Je propose qu'on passe à la suite. Voilà. Je vais bien prendre la suite pour parler de la petite boîte. Vous m'entendez? Oui, vas-y Maïna. Les espaces de vente, puisqu'on y est aussi. Donc, très rapidement, nous, on a fait le choix de plutôt avoir des surfaces de vente importantes, comme l'a dit Julie, pour faire circuler les flux, pour permettre de montrer un maximum de choses et que ça circule et que ça soit facile d'accès. Nous, on a 2 recycleries, une recyclerie qui fait 300 mètres carrés dans laquelle on loue à la collectivité et dans laquelle on a tout en même temps, le stockage et la vente. On ne stocke pas là-bas, c'est directement mis en vente. Avec un petit atelier, bien sûr, pour le diagnostic et un petit peu de réparation et un petit peu de stockage de petites choses quand même. On a été obligé de mettre à côté un barnum également pour faire face à l'augmentation d'activité saisonnière. On a été obligé de rajouter un petit peu de surface à l'extérieur. Et puis, on a la grande recyclerie à Pont-l'Abbé, donc sur 1,16 hectare de terrain, un ensemble de bâtiments qui fait à peu près 2000 mètres carrés, avec un grand magasin de 600 mètres carrés, un espace de stockage de 500 mètres carrés qu'on louait jusqu'à présent à un bailleur privé. Et on vient d'investir en fonds propres on a acquis l'ensemble du site voilà, aujourd'hui. Mais notre volonté est souvent quand même de limiter le stockage et de permettre d'avoir des zones d'exposition et de présentation de tous nos objets sur des espaces importants et accessibles au maximum, même si les aspects de la réglementation sont, comme on dit les collègues, un petit peu compliqués parfois, mais ils nécessitent de se mettre aux normes. Mais voilà, ça fait partie de notre modèle économique. C'est un outil important, ces boutiques. Voilà. Je laisse la parole à Julie. Voilà, je vous propose de passer à la suite le parcours type d'un objet. Alors, le parcours type d'un objet. Alors, vous l'avez bien compris, du coup, le gisement donc, arrive sur nos pôles valorisation. Donc, d'abord, il y a la collecte. Donc, il peut se faire de différentes manières, sur différents lieux ou alors sur site. Ensuite, on va parler de valorisation de manière globale et ça comprend plusieurs étapes. Donc, le tri, le nettoyage, tout ce qui est contrôle, évaluation, réemployabilité, petite réparation, remise en état. Et puis ensuite, la mise en boutique. Donc, ce que disait aussi Emmanuel, c'est que nos espaces de stockage et de valorisation commencent à prendre de la place puisqu'effectivement, on développe un certain nombre d'activités. On n'est plus uniquement sur du tri et du nettoyage, mais voilà, avoir un espace, par exemple, de vérification du D3E, ça demande à avoir une barre de test, à avoir du matériel performant pour, du coup, derrière, être en phase avec la réglementation, notamment européenne, pour garantir les 6 mois de garantie sur chaque objet. Pareil, revaloriser du mobilier, ça demande de l'outillage et ça demande de la place. Donc, ça peut se faire que sur des espaces assez importants. Quand j'entends des porteurs de projets ou des collectivités qui mettent à disposition des tout petits espaces de 100 mètres carrés, c'est compliqué en fait d'envisager en tout cas le développement d'une ressourcerie avec différentes actions qui vont permettre de pérenniser les modèles économiques avec des aussi petites surfaces. Voilà, et ensuite il y a la mise en boutique. Donc tout ce qui est aussi merchandising, c'est pas un gros mot, ça fait partie effectivement du monde de la communication, mais c'est des choses que nous on remet aussi au goût du jour avec
les piliers de l'économie sociale et solidaire, mais mettre en avant nos objets. Nous, à Label Déchets, souvent on dit dépoussiérer l'image du réemploi. Voilà, on a des freins sur le seconde vie des objets. Et donc, du coup, il faut vraiment valoriser les objets qu'on peut avoir, qui sont de bonne qualité et qui peuvent resservir. Et puis ensuite, donc, la vente, et qui donne lieu à une nouvelle vie pour l'objet. Tout ça, et je tiens à le dire, on a besoin en fait de développer nos structures avec, du coup, on a un besoin d'analyse statistique. Et donc, la plupart de nos structures sont quand même équipées d'outils de traçabilité, donc avec des logiciels de gestion de la ressourcerie. Pour ce qui est de Label Déchets, par exemple, c'est un outil unique qui va prendre en compte les données entrantes et également sortantes, ce qui va nous donner les tonnages par catégorie, les taux de réemploi, les taux de valorisation, les taux de déchets ultimes, tout ce qu'on a pu citer là jusque-là. Voilà. Et donc, c'est des choses qu'on essaye de pousser au maximum, vraiment donc, dans une idée de professionnalisation de nos activités, pour essayer de développer certains gisements, par exemple, qui pourraient être moins valorisés et sur lesquels on a vraiment besoin de travailler. Et donc, du coup, tout ça, ça s'analyse statistiquement. Donc, on n'est plus, ou pour certaines pratiquement plus, au papier crayon. Voilà, tout est pesé, l'entrant et le sortant. Et c'est gage de crédibilité, en fait, pour les partenaires, pour les collectivités, pour voilà, tous les gens avec qui on travaille. Voilà, je crois que si mes collègues veulent rajouter des choses. Pardon, je vais passer la main peut-être à Maïna sur peut-être si tu veux faire le lien avec les sujets, les enjeux structurants et le modèle économique. Oui, alors effectivement, par rapport aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, on est quelques recycleries quand même, enfin, de plus en plus nombreuses à passer un peu dans une nouvelle dimension parce que nos évolutions sont très rapides, etc. Donc, on est amené à se professionnaliser et notamment sur la pérennisation de nos modèles économiques. On a engagé par le biais de la CRES en 2021 un travail sur le développement d'un outil commun d'analyse économique. Donc, il s'agissait là d'essayer de voir comment, avec les problématiques qu'on rencontrait, on pouvait s'outiller, avoir un outil de pilotage, d'analyser nos activités et puis de se projeter. Voilà. Donc, ce travail a permis notamment de s'initier sur la base de la comptabilité analytique, d'isoler les fonctions d'une recyclerie qui sont le social, le traitement et puis l'économique. Et du coup, ça a permis d'affecter l'ensemble de nos charges à ces trois fonctions et de voir un petit peu qu'est-ce qui coûtait dans notre fonctionnement pour pouvoir après mieux en parler, etc. Beaucoup de recycleries aujourd'hui, dans leur conventionnement avec les collectivités, ont un soutien qui est basé sur une subvention à la tonne collectée. Oui, effectivement, ça coûte de collecter, ça coûte de traiter, mais on se rend compte aujourd'hui que dans nos fonctionnements, ce qui coûte aussi, c'est s'occuper de l'humain, c'est-à-dire c'est tous les moyens qu'on met en termes de salariés pour accompagner nos bénévoles, tisser du lien sur le territoire, contribuer à la dynamique locale en permanence et puis apporter de la cohésion dans les équipes, etc. S'occuper de la vie associative, de son équilibre, etc. Et ça demande du temps et ça coûte aussi. Donc, ça a permis de mettre en lumière qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement la fonction collecte, le tri, la valorisation, le stockage, bien sûr, ça coûte, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'une grande partie de nos masses salariales était dédiée aussi au fonctionnement humain des recycleries. Donc voilà, c'est un outil de pilotage très intéressant qui nous permet aussi de définir nos capacités de financement et puis nos orientations avec un maximum de stratégie.
Voilà pour aujourd'hui les enjeux sur le changement d'échelle et la professionnalisation concernant les modèles économiques. Autrement, en termes pour répondre aussi à des enjeux de professionnalisation, on s'est lancé toujours avec le soutien de la CRES, puisqu'on travaille beaucoup en réseau au niveau Bretagne, sur un projet d'université bretonne de réemploi avec le montage d'une formation de techniciens valoristes. Donc là, l'idée était, dans le cadre réglementaire qui s'impose aujourd'hui avec la loi AGEC et la loi de prévention des déchets, de professionnaliser nos activités. On s'est rendu compte que l'offre de formation, elle n'était pas forcément suffisante et que l'idée, ça serait de renforcer les compétences existantes et puis celles des compétences émergentes, voilà, qu'il y avait vraiment une nécessité de s'adapter et donc pour ça, de développer une formation adaptée. Donc, on travaille sur ce sujet-là avec un groupe de collègues et ça a donné aussi lieu à l'embauche d'une personne à la CRES sur de l'ingénierie de formation qui nous aide aujourd'hui à monter une formation pour développer une offre de formation qui est adaptée, qui s'adapte en fait aux métiers qui existent et aux métiers qui émergent dans nos recycleries. Voilà pour ce qui est de ces deux enjeux, en tout cas. Et je passe la parole aux collègues, notamment à Emmanuel. Oui, et du coup, dans ces aspects de professionnalisation, dans ces aspects réglementaires, il y a eu un gros travail qui a été mené en 2019, si je ne dis pas de bêtises, alors au niveau régional, mais au niveau national également, de mobilisation en direction des parlementaires, de telle façon à faire entendre les besoins de consolidation des activités via la mise en place d'un fonds réemploi qui serait en tout cas ponctionné sur les volumes de chiffre d'affaires des différents éco-organismes. Donc, démarches et négociations qui ont abouti à la mise en place d'un fonds qui est à hauteur de 5% du budget global des éco-organismes, qui a été en l'occurrence mis en place dans la loi en 2020 et notamment dans la loi AGEC. Mais qui reste toujours en discussion et en travail pour regarder quels sont les critères d'attribution de ces fonds-là. Alors pour nous, c'est un enjeu fort. C'est un enjeu fort qu'évidemment, on n'est pas en capacité de négocier, ou en tout cas d'avoir un poids quelconque si on est seul. Donc, d'où tout un travail qui est mené actuellement avec le Réseau national des ressourceries et recycleries et ESS France de négociation, notamment sur les nouvelles REP qui se mettent en place. Alors, les dernières, c'est articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardinage et les jouets. Et puis avec le BTP qui arrive, avec un certain nombre de nouvelles directives. C'est vrai que les metteurs sur le marché aujourd'hui qui sont en lien avec les REP voient aussi un intérêt tout particulier à installer dans leur magasin un espace réemploi ou un espace seconde main, que les négociations, en tout cas les sollicitations qu'on peut avoir des éco-organismes font qu'on pourrait être récupérateur finalement du reste de ce qui n'a pas été vendu. L'enjeu, il est quand même important pour nous, de telle façon à ce qu'on puisse aussi avoir accès à des gisements de qualité. C'est vrai que SS France parlait la dernière fois qu'il serait quand même dommage que Decathlon vienne couler Emmaüs, alors avec un clin d'œil, mais il y a quand même des choses qui se jouent actuellement, d'où la nécessité de se regrouper, d'où la nécessité de se renforcer sur nos négociations. Et c'est ce qui se joue aujourd'hui sur les fonds réemploi, de telle façon à ce qu'on puisse avoir
en tout cas une valorisation qui soit équivalente au travail engagé dans le cadre de la traçabilité dont parlait Julie tout à l'heure, puisque ces éco-organismes nous demandent un travail d'enregistrement à l'entrée, de suivi des objets dans leur cycle de vie, qu'ils soient revendus, qu'ils soient donnés, qu'ils repartent au recyclage, et que à l'heure actuelle, la plupart des fonds réemploi n'équilibrent absolument pas le travail nécessaire d'enregistrement de la vie de l'objet, et c'est l'enjeu des négociations. Et je parlais de se regrouper et de mener un travail collectif. Alors, on a parlé de professionnalisation. Maintenant, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que la CRES accompagne le réseau régional des recycleries et ressourceries. Alors, au démarrage, sur quelques questions de groupe de travail, et puis finalement, progressivement sur de l'outillage commun, avec un groupe de travail sur la communication qui a permis de faire une plaquette dont vous avez probablement été destinataire au niveau des collectivités pour présenter le travail sur les territoires des recycleries et ressourceries. Maïna parlait tout à l'heure de l'Université bretonne du réemploi. Il y a des enjeux de formation et de pouvoir aussi diffuser tout ça. Évidemment que la veille réglementaire au milieu de tout ça, quand on est un peu au quotidien dans sa structure, ça n'est pas forcément toujours simple de rester bien connecté, et que le réseau régional qu'on est en train d'imaginer et de projeter permet aussi de faire redescendre vers les différentes structures les informations réglementaires, et de pouvoir aussi pouvoir ensuite mieux discuter avec vous autres dans les collectivités, parce que l'information, elle a été digérée, elle a été redonnée. On est aussi sur des groupes de travail autour du bénévolat, puisque c'est une des réalités de nos structures, et que ça nécessite une forme d'accompagnement, d'encadrement un peu particulier. Donc, il y a vraiment des choses à mettre en commun là-dessus, de tout un travail d'analyse de pratique, puisque chaque mois, on a notamment un outil d'échange de pratiques en visio, de telle façon à pouvoir aborder tel ou tel sujet commun. Et puis, pour terminer, moi, je pense qu'un des enjeux, alors c'est un peu ce que je répète en permanence, mais un des enjeux forts que ce réseau-là pourrait prendre en charge, c'est la question de la logistique. L'ensemble de nos activités sont en train d'exploser à un moment ou à un autre, et se posent donc des questions autour de la logistique, du transport, du stockage, même si pour certains d'entre nous, on est plus sur le minimum de stockage possible, mais certaines activités vont le nécessiter. Et l'idée autour de ce réseau-là, c'est de pouvoir vraiment se concentrer, aller chercher chez d'autres peut-être des exemples. Et l'idée est que le réseau régional des recycleries et ressourceries, dans les 2 ans qui viennent, soit une entité à part entière, avec un statut propre et des moyens humains et financiers. Voilà sur quoi je crois on avait prévu de conclure cette présentation, mais je repasse la parole à Émilie. Merci. Effectivement, on arrive à la fin de notre heure de circulaire. Peut-être pour les personnes qui doivent nous quitter là maintenant, vous recevrez donc la présentation avec les propositions de ressources pour aller plus loin. Et il y a notamment la plaquette de communication dont parlait Emmanuel à l'instant, la plaquette des recycleries du Pays de Brest. Également un mémo sur les moyens, les possibilités pour établir un partenariat entre collectivités et recycleries sur le territoire. Et puis juste pour terminer, pour ceux qui sont intéressés par ces formats circulaires, le prochain aura lieu le 13 septembre et il portera sur la question du réemploi des matériaux. Donc ce sera une suite, puisqu'il y a déjà eu deux éditions sur le réemploi des matériaux que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la CRES. Voilà, on vous propose de prendre un petit temps de questions-réponses pour ceux qui peuvent rester un petit peu plus longtemps. On est allé vite sur la question du modèle économique, on avait quelques éléments à vous présenter, donc peut-être on pourra revenir dessus s'il y avait des questions au moment du webinaire, mais peut-être Baptiste, s'il y a eu des questions pendant la présentation. Oui, moi j'ai relevé 3 questions. La première portait sur les tonnages annuels. C'était, si j'ai bien compris, les 31 recycleries ressourceries collectent 300 tonnes annuelles. Alors, je crois que c'était pendant la présentation de Dominique pour
Ressources Éco. Je pense qu'il y a peut-être une petite confusion dans les chiffres. Là, si je me rappelle bien, 300 tonnes, c'est ce que collecte Ressources Éco sur un an. Au niveau régional, alors nous, c'est des chiffres de 2019 qu'on a collectés. On a réalisé une enquête l'année dernière, mais avec les chiffres de 2019, parce que 2020, ça ne nous paraissait pas être une année forcément classique et représentative. On était sur une moyenne de 270 tonnes collectées, sachant qu'il y avait 20 recycleries qui avaient répondu. Et derrière, il y a des réalités très différentes. Ça va dans les données qu'on a collectées, de 40 tonnes à plus de 600 tonnes collectées. Donc, voilà, selon les recycleries, les territoires, ça peut être très différent, sachant que la médiane est de 196 tonnes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses différences au sein des recycleries. Après, je vois dans les ressources, là, vous pourrez aller voir la cartographie des acteurs du réemploi, où vous pouvez retrouver, pour les recycleries qui nous ont communiqué leurs données, ces tonnages collectés, réemployés sur cette cartographie-là. Il y a des fiches de synthèse par hectare, etc. Donc, c'est des fiches que vous pouvez retrouver pour voir un peu le panel de ce qui peut exister en Bretagne à ce niveau-là. Donc ça, je me suis permis de répondre parce que j'avais la réponse à la question. Les deux autres questions, je vais plutôt les poser aux intervenantes, intervenants. Il y en avait une sur quel est le point de vue des recycleries, ressourceries sur la mise en place de zones de gratuité en déchetterie et quel est l'impact sur leur activité? Est-ce que c'est une activité complémentaire ou au contraire concurrentielle? Alors, ça a été posé pendant que Emmanuel intervenait, mais il y a peut-être d'autres personnes qui veulent répondre. Je te laisse commencer, Emmanuel, et puis après… Ouais, moi je veux bien répondre, d'autant qu'actuellement on participe à un comité de pilotage sur des installations d'espace réemploi sur des déchetteries. Et la question des espaces de gratuité s'est posée. Alors moi, le point de vue, c'est que ce sera sans nous sur ces activités-là, parce que de toute façon, ça vient, ce qui restera, puisque la question se posait de venir récupérer ce qui restera ne nous intéressera pas. C'est ce que les gens ne veulent pas prendre. Donc pour moi, il y a un aspect un peu concurrentiel. On vient enlever finalement la matière et aller redistribuer auprès des habitants. Moi, je pense que ça pose la question de la gestion de ces espaces-là, puisque je n'ai pas, en tout cas, moi, d'exemple, hein, j'en ai pas visité, mais il n'empêche que ça nécessitera des moyens humains pour gérer le fait que les usagers de la déchetterie puissent venir prendre ces espaces-là. Donc nous, on a été très clair sur le fait que si c'était ce type d'espace-là qui était posé, ça nous enlevait une partie de notre gagne-pain finalement, et on n'interviendrait pas sur ce qui reste dans les espaces de gratuité pour les débarrasser. Je veux bien compléter, si c'est possible. Pour avoir visité le Cynical Market, qui est un exemple en ce sens à Libourne, la réflexion que je m'étais faite, alors ça rejoint assez ce qu'Emmanuel vient de dire, c'est qu'effectivement, pour une collectivité, faire ce choix-là, eh ben, ce n'est pas le même projet. Ça n'a rien à voir avec les objectifs qu'on peut trouver en recyclerie. Donc, effectivement, ça permet d'aller à la source directement, de lier celui qui donne et celui qui reçoit à la source. Ça, c'est indéniable. En l'occurrence, à Libourne, effectivement, les agents de déchetterie sont devenus des agents valoristes. Et donc, il n'y a pas eu de création de poste, c'est juste un transfert de compétences, un changement de fonctionnement pour les déchetteries. Enfin, en tout cas, c'est expérimental, ce n'est pas sur toutes les déchetteries de leur territoire, mais sur celle-là en particulier. Et ce n'est pas… c'est pas le même projet, quoi. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de lien social, ça ne crée pas d'emploi supplémentaire ni de lien social. Ce n'est pas le même projet. Voilà, pour un territoire. Voilà ce que je voulais rajouter. Est-ce que moi, je peux compléter? Non, mais moi, je suis plutôt effectivement d'accord avec ce que viennent de dire mes collègues. Surtout que sur nos espaces, on peut retrouver en fait des zones de gratuité. Et c'est pas le même don en fait qui est fait, ces espaces de gratuité au sein de nos ressourceries. Déjà, le gisement a été effectivement trié. Et donc, du coup, on considère que ce gisement-là, on préfère le donner plutôt que de le mettre en boutique et donc du coup d'avoir un chiffre d'affaires derrière. Mais il y a aussi tout l'aspect de sensibilisation. C'est pour nous la possibilité en fait de capter aussi des nouvelles personnes, de pouvoir échanger sur nos modèles, ce qu'on soutient, ce qu'on défend au sein de nos structures, ce qui ne peut pas se faire sur les déchetteries.
les agents valoristes, les agents d'accueil ont autre chose à faire en fait que d'informer les usagers sur les fonctionnements réemploi, quoi. Et donc, du coup, voilà, nous, par exemple, à la Belle Échette, c'est 5 tonnes qui sont redirigées chaque année sur des zones de gratuité ou du don. Et ça ne se fait pas de la même manière que voilà, de venir aller chercher un objet dans un espace défini où on va potentiellement rencontrer personne, quoi. Pour nous, c'est la possibilité de créer des partenariats et de capter aussi des nouvelles personnes, pas pour les inciter à consommer au sein de nos ventes, mais plutôt pour expliquer en fait ce que sont nos ressourceries, plutôt l'aspect social en fait, ce que disait Maïna tout de suite. Merci. Est-ce que Baptiste, tu avais repéré d'autres questions? Il y avait une autre question, alors je ne sais pas si elle est très précise et la personne qui l'a posée a dû partir, mais c'était quelles sont les typologies d'aide ou d'accompagnement des EPCI? Alors peut-être sans rentrer dans le détail de ce que vos recycleries, comment vous avez conventionné avec les EPCI, voilà, rapidement, qu'est-ce qui peut exister en termes d'accompagnement des EPCI, pour votre part en tout cas. Sachant en élément introductif que vous retrouverez un panorama global là, dans la publication établir un partenariat avec la recyclerie de mon territoire. Mais peut-être, effectivement, si vous voulez aller dans un peu, quelques éléments qui concernent vos structures pour illustrer. Maïna, je te voyais prendre la parole. Alors, pour notre part, pendant 2 ans, on a eu un soutien au tonnage collecté. Donc, je précise, tonnage collecté sur l'ensemble des modalités de collecte, pas simplement les collectes en déchetterie, mais aussi ce qu'on veut nous apporter ici. Donc, on a eu un soutien là-dessus avec la collectivité pendant 2 ans. Ça, c'est une partie qu'aujourd'hui, ils ont choisi de limiter. Soutien sur les locaux qu'on leur loue à moindre coût à la collectivité, et puis sur les charges qui prennent pour eux aussi l'eau, l'électricité de ce bâtiment qui ne nous est pas facturé. Et puis sur des actions de sensibilisation où on est aussi rémunéré quand ils font appel à nous pour intervenir sur des ateliers dans les écoles de sensibilisation, sur des cafés de l'environnement sur le marché, enfin des actions de sensibilisation diverses et variées. On est rémunéré aussi pour cela. Voilà pour nous aujourd'hui. Je vous mets en fond les slides de présentation des modèles économiques. Ça vous donne à voir aussi de quel montant on parle en termes de subventions. Est-ce que, Emmanuel, tu veux compléter pour un peu d'air? Sur les formes de relations qu'on a avec les collectivités, on a un marché public qui est qui en fait cadre nos interventions sur les déchetteries de Brest Métropole. C'est la même chose sur le Pays d'Iroise. Après, on a une convention sur le Pays des Abers, convention de partenariat. On a un certain nombre de subventions. Alors, on a fait la distinction sur les subventions, puisque les subventions de fonctionnement pur, c'est-à-dire en gros des services de la collectivité qui nous soutiennent, c'est les 19 000 € qui sont là, et on est en lien avec plusieurs services, le service numérique, le service action sociale de la ville, le service économie sociale et solidaire, le service insertion. Donc, ce qui nous fait aller chercher effectivement ces aides et ces soutiens-là. Des appels à projets, par exemple avec la région sur de l'aide au poste pour la construction de la filière mobilier pro, et puis un financement pour un atelier d'insertion qui est un peu particulier du finissage. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais voilà, là on a vraiment une convention annuelle pour accueillir un certain nombre de personnes à l'année sur nos activités. Moi, je veux bien compléter. Oui. Donc, au-delà en fait du soutien apporté sur les locaux, la collecte en déchetterie, le retour en fait de manière gratuite en fait des déchets ultimes en déchetterie. Pour moi, ce qui est important, c'est que ça a un effet un peu démultiplicateur, c'est-à-dire que le fait que la collectivité en fait soit partenaire en fait de l'association, de la ressourcerie, en fait, permet finalement de capter d'autres financements ou faciliter finalement les partenariats avec d'autres financeurs que sont le département, la région, par exemple, en fait. Voilà, donc ça me paraît important, en fait. Merci. Okay. Merci pour ces précisions. Alors, il y avait d'autres questions. J'essaie d'aller dans l'ordre.
Une question sur, peut-être ici aussi éventuellement si besoin, où trouver les réglementations à jour en lien avec les locaux et les types de flux. Je ne sais pas si ça vous parle, intervenante et intervenant. Oui. Alors, pour les locaux, juste la méthodologie, notre interlocuteur, c'était la DDTM pour tout ce qui est mise aux normes, ERP, accessibilité personnes handicapées et sécurité incendie. Nous avons travaillé avec la DDTM directement. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres précisions ou peut-être besoin de préciser la question, n'hésitez pas à le dire aussi. Si jamais, Alors moi, j'ai plus le nom du service exact, mais c'est un service de la métropole ici avec lequel on a monté un dossier assez complexe d'ailleurs sur le local, sa vocation, ses vocations, puisqu'en fait on a différents espaces, de telle façon à ce qu'on ait le droit d'ouverture par rapport à toutes ces questions réglementaires d'accueil du public, sécurité incendie et compagnie. Donc là, on a vraiment été accompagné par un service et qui statue après sur le fait que l'on a le droit d'ouvrir. Oui, effectivement, le service urbanisme, je suis d'accord, le service urbanisme est aussi un référent incontournable pour la mise aux normes ERP. Okay, merci. Je ne sais pas si pour la personne qui a posé cette question, c'est suffisant ou il y a besoin de plus de précision, on pourra peut-être y revenir ensuite. Une autre question, les recycleries vont-elles devenir protéiformes, recyclerie pérenne, recyclerie éphémère, recyclerie mobile, etc. Ont-elles l'ambition d'aller au plus près des habitants, dans les quartiers, etc. Alors, je crois que c'est déjà un peu le cas, mais peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Notamment sur le fait, est-ce que les recycleries vont devenir protéiformes, peut-être s'adapter à certaines problématiques ou territoires, etc. Moi, je vais bien commencer à répondre. Non, en tout cas, à dire qu'effectivement, ces questions-là, elles sont omniprésentes en fait, dans nos réflexions. Tout à l'heure, Emmanuel le disait, le contexte législatif est en train quand même de beaucoup bouger. Il y a beaucoup de points d'interrogation et c'est flou pour nous. Pas que pour nous, d'ailleurs, pour les éco-organismes aussi, pour l'État, l'ADEME, enfin voilà. Donc, ça va demander un petit peu d'adaptation pour aussi pouvoir développer nos modèles. Après, ce qu'on disait, c'est que tout à l'heure, les partenariats, notamment avec la CRES, cette université bretonne du réemploi. Tout à l'heure, Emmanuel disait, on travaille sur la communication, sur la sensibilisation. Tout ça, c'est des axes de développement qui potentiellement pourraient nous permettre déjà pour certaines structures, de rajouter une ligne en fait dans nos modèles économiques. Donc, on développe nos activités et on est bien conscient qu'effectivement, ce n'est pas que le chiffre d'affaires des boutiques, des espaces de vente qui doivent faire notre modèle économique. Donc, on est en train de travailler ça pour développer de nouvelles activités au sein de nos structures. Et pour ça, effectivement, on a besoin d'un soutien de la collectivité, en tout cas de partenariat et d'expérimenter, donc de nous laisser la possibilité de faire. Voilà. Pour ce qui est d'aller au plus près des habitants dans les quartiers, je pense que ça, on l'a constamment en tête. Effectivement, les lieux où sont positionnées nos structures, voilà, on est présent sur ces sites-là. Mais par exemple, pour ma part, c'est souvent des questions qu'on a quand on va faire des animations. Aller en centre-ville de Rennes, est-ce que est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt sur des quartiers où il y a moins d'animation, mais il y a autant de structures culturelles, associatives, etc. Voilà, donc forcément, ça fait peut-être des événements un peu moins forts, en tout cas en termes de communication. Mais par contre, je pense que l'impact est tout aussi intéressant. Et pour ce qui est développement dans les quartiers, ici, sur le territoire de Rennes Métropole, ça fait partie des actions du schéma du réemploi, de développer en fait des ressourceries. Alors, éphémères, tout ça, c'est pareil en expérimentation, mais plutôt vraiment au sein même des quartiers. Voilà, donc du coup, c'est des choses qu'il va falloir auxquelles on est très attentif. Après, c'est ça aussi notre force, c'est qu'on est aussi très adaptable. Je ne sais pas s'il y a d'autres des compléments là-dessus Oui. Moi, tout simplement, le postulat initial, c'est que notre activité, elle a de sens que si elle est partagée par le plus grand nombre.
Donc, après, à nous d'avoir suffisamment d'imagination, toujours de manière adaptée à chaque territoire, parce que chaque territoire est différent. Donc, forcément, chaque recyclerie a un fonctionnement singulier. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas rester dans un entre-soi et d'aller vers les habitants pour promouvoir ce développement de comportements éco-responsables et pas seulement pour répondre à des enjeux économiques, mais l'enjeu aussi environnemental, l'aspect environnemental de notre projet, l'aspect social. L'idée, voilà, c'est d'associer que ces projets vivent pour les habitants et aussi par et pour les habitants, quoi. Donc, il faut aller au contact. Voilà. Ok, merci pour ces questions et ces réponses. Et juste, oui, pour préciser par rapport à cette question-là, il était précisé recyclerie mobile. Il y a alors, ce n'est pas un intervenant de ce matin, mais la ressourcerie Tiré-Cube, donc qui est basée dans le centre-ouest Bretagne, sur Carhaix et Rostronin, qui a un projet, alors c'est déjà quelque chose d'éphémère qu'ils ont mis en place, là ils souhaitent le pérenniser, la mise en place d'une antenne, une recyclerie ambulante, en fait, de leur recyclerie. Alors, ils n'ont pas toute la recyclerie dans ce véhicule, mais voilà, dans un territoire, un bassin de vie très étendu, un milieu rural très peu dense. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils doivent remettre en place là sous peu avec, voilà, couplé, c'est essentiel, couplé à des actions d'animation, de sensibilisation, etc. Donc ça peut être un projet dont on entendra parler et sur lequel pourraient se baser d'autres actions de recyclerie ambulante, éphémère, etc. C'est sûr que c'est des choses qui se développent et qui prennent corps petit à petit, mais je pense qu'on en aura parlé dans le réseau. Ouais, moi, je veux bien juste illustrer parce qu'on a testé plusieurs formules de ce type-là et là, on est en train de le tester avec des collectivités avec qui on est en relation. C'est-à-dire qu'habituellement, on est présent en déchetterie à la journée. Une grosse journée de déchetterie, c'est 1 tonne de matériel récupéré. On l'a fait sur la place du village et voilà, on a une deuxième, troisième expérimentation la semaine prochaine. Alors, l'enjeu, c'est toute la com, c'est faire en sorte que les gens soient informés qu'on est présent. Mais on a fait presque 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes, je pense, de matériel sur une journée de présence sur la place du village et avec énormément d'habitants qui sont venus et ce qui permet aussi vraiment de faire passer les messages. Donc, on est vraiment sur des outils qui fonctionnent bien. Et ça, c'est des choses du coup qui sont faites de manière très ponctuelle, qui ont vocation à être pérennisées ou c'était Alors, pour cette année, on a ouvert des créneaux. Alors, en relation avec la collectivité, on a enlevé des créneaux en déchetterie pour les mettre sur les différentes places de visage, justement sur les communes où il n'y a pas de déchetterie à proximité. L'idée étant d'expérimenter, de regarder comment est-ce qu'on peut le pérenniser ou pas, parce que en fait, ça ne dépendra pas que de nous, mais parce que c'est bien la question du financement de ces activités-là qui est posée aussi. Mais en tout cas, on voit bien que la chambre d'écho, elle est plus grande. Merci pour cette précision, Emmanuel. Je crois qu'on a fait le tour des questions posées. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions dans l'assistance, mais je n'ai pas l'impression. Alors, ces questions-là, on refera une petite foire aux questions où ce sera remis par écrit. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de prendre note de tout. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres dernières questions. Il nous reste potentiellement 10 minutes par rapport au timing qu'on s'était fixé. Des besoins de précision, etc. Juste une question, est-ce que le webinaire a été enregistré? Oui, il est en cours d'enregistrement. Donc, il sera transmis via un lien aux inscrits participants au webinaire et sûrement mis sur notre chaîne YouTube, je pense, comme les précédents. Non, en tout cas, si d'autres questions viennent par la suite, vous trouverez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez nos contacts de l'équipe CRES sur le site ESS Bretagne et on pourra vous donner les contacts en direct des 4 intervenants de ce matin si vous souhaitez des précisions. Et pardon, je t'ai coupé, Julie, donc n'hésite pas à reprendre la parole. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais vu qu'il n'y avait plus de questions, moi, je sais que sur ce webinaire, il
y a des élus, il y a des techniciens, et du coup, c'est notre positionnement en fait en tant qu'acteur du réemploi que j'aurais voulu juste pouvoir dire deux mots. Nous, on se considère comme des outils en fait à la disposition de la collectivité pour réduire les déchets, bien sûr, mais comme dirait un certain collègue des Côtes d'Armor, ce n'est qu'un prétexte. En fait, il y a énormément d'externalités positives sur les structures du réemploi. Et donc, on en a cité un certain nombre, le social, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment dire que le lien de partenariat entre vous et nous, il est extrêmement important de pouvoir échanger, de pouvoir vous livrer aussi nos problématiques terrain, et de pouvoir aussi comprendre les enjeux de la politique que les élus, les techniciens doivent mettre en place. C'est extrêmement important pour pouvoir justement développer de nouvelles actions et que ça aille dans le bon sens et que ça puisse servir l'intérêt général, puisque au final, c'est quand même un des éléments forts, en tout cas, qui mène nos actions. C'est bien de servir au plus grand nombre. Donc voilà, on est un outil au service de la collectivité. Ça me semble être une belle conclusion pour le webinaire. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans la conversation, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin de précision. On vous envoie les liens, la présentation dans les prochains jours. Et donc, rendez-vous le 13 septembre sur les matériaux pour ceux qui y sont intéressés. Bonne journée à tous et toutes, et puis à bientôt.